cette conférence à deux voix sur le tourisme saharien entre mythe, éthique et violence. On va rapidement se présenter. Donc, je suis Christophe Gibou, je suis sociologue et aménageur à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Et je travaille, j'ai travaillé, ça fait quelques années que j'ai arrêté, mais j'ai travaillé beaucoup sur le sud marocain, les franges sahariennes du sud marocain, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et on nous a proposé, avec mon collègue, de faire une conférence à deux voix, et donc c'est ce que nous allons essayer de vous présenter aujourd'hui. Alors, donc, moi je suis Bruno Lecoquière, je viens de l'Université du Havre, je parcours le Sahara depuis de nombreuses années. Peut-être certains d'entre vous m'ont entendu hier à propos de Théodore Monod. J'ai eu la chance de partir en Mauritanie avec Théodore Monod lors de son tout dernier voyage en 1998. Je parlerai un petit peu de Mauritanie, je parlerai un petit peu d'Algérie aussi avec le massif du Hogar et le massif du Tassili des Adjers, et puis Christophe lui parlera davantage du Maroc. Nous avons chacun nos terrains, mais nous avons en commun cette passion pour cet espace et puis cette activité touristique qui est un peu en berne en ce moment. On aura l'occasion de vous le dire aussi pour des raisons évidemment sécuritaires. Alors on s'est un peu écartés tous les deux pour que vous ayez une meilleure chance de voir l'écran, parce que l'écran est très bas. Donc si jamais vous êtes gêné, vous nous faites signe et puis on essaiera de se pousser un peu. Alors, une diapo tout d'abord pour parler un tout petit peu du Sahara dans son ensemble. Vous voyez qu'il n'y a aucune indication sur cette carte. Quand on parle du Sahara, et puisqu'il s'agit de tourisme, c'est important de le dire, sur les photos comme celle-ci, on voit essentiellement du jaune. Et l'image qu'on a toujours du Sahara, c'est celle d'un désert de sable. Le Sahara n'est pas un désert de sable, il l'est un peu, à peu près un quart de la superficie, mais les trois quarts de ce désert, qui est le plus grand désert du monde, ce n'est pas du sable. Ce sont des massifs montagneux, ce sont des étendues de cailloux, des règues. Alors il y a du sable quand même, mais ça n'est pas un désert de sable comme on en a l'idée le plus souvent. C'est un désert qui fait à peu près 8 millions de kilomètres carrés, soit l'équivalent de la surface de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande cumulée. Et sur cet espace, il y a à peu près 8 millions d'habitants, c'est-à-dire un habitant au kilomètre carré. Alors, ces habitants, ils sont évidemment très inégalement répartis. Ils se trouvent essentiellement, je vais me pousser un peu pour que vous voyez, ils se trouvent essentiellement sur les bordures nord et sud, dans des villes ou des oasis qui ont été naguère des points de départ des caravanes lorsque le commerce caravanier existait. On en parlera un petit peu. Et donc sur les rives nord et sud de ce grand océan qu'est le Sahara. Et ces oasis sont devenues, pour certaines d'entre elles, de grandes villes, des villes de 150 000 à 200 000 habitants, comme toutes celles de la bordure nord du Sahara, avec le cas particulier aussi de Tamanrasset, dont je reparlerai un peu tout à l'heure, qui est une ville en plein milieu du désert, qui est devenue aujourd'hui une grande ville, et qui présente la particularité de se situer à un endroit où il n'y a pas d'eau. Car l'autre grande particularité de cet immense désert, c'est qu'il est évidemment extrêmement aride en surface, mais c'est une sorte d'île flottante avec de très importantes réserves d'eau dans le sous-sol qui font que la vie y est possible, qu'il peut y avoir des oasis et que des gens peuvent y vivre. Mais Tamanrasset présente la particularité de se situer à un endroit où il n'y a pas d'eau dans le sous-sol et l'eau doit venir par canalisation d'une nappe phréatique qui se trouve à 600 km au nord. Laquelle canalisation, bien entendu, a été construite par les Chinois. Voilà, on reviendra sur ces différents points, mais je voulais présenter un peu ce cadre général qui est important. Le Sahara est un grand désert peuplé, très inégalement, mais c'est un désert qui n'est pas désertique sur le plan de l'habitation humaine et qui a toujours été un espace de circulation. Il y a toujours eu des circulations caravanières
jusqu'au milieu du XXe siècle, des circulations beaucoup plus informelles aujourd'hui, plein de trafics différents, et puis des réseaux de passeurs pour les migrants, etc. Mais il y a toujours eu des circulations dans cet immense désert. Et nous allons nous intéresser à une circulation qui est celle du tourisme. Alors, les dernières choses, les villes qui sont signalées sur cette carte sont importantes aussi, parce que lorsqu'on parle de tourisme, il faut pouvoir accéder aux espaces où l'on vient, il faut des aéroports, et ensuite il faut qu'il y ait des agences, et puis qu'on puisse circuler assez rapidement, parce que le temps des touristes est toujours contraint. Donc ça n'est pas sans intérêt de montrer qu'il y a des villes dans cet espace. Alors, je garde la main pour l'instant, pour en venir plus précisément à ce qui fait le tourisme saharien. Ce tourisme saharien, qui s'est beaucoup développé depuis les années 70, en Algérie d'abord, puis lorsque il y a eu la guerre civile en Algérie, la décennie noire à la fin du XXe siècle, en Mauritanie. La Mauritanie a pris la suite grâce au Point Afrique, une agence qui a décidé avec les autorités mauritaniennes de développer un tourisme qui n'existait pas du tout dans ce pays parce qu'il n'y avait plus de possibilités en Algérie, il était impossible d'y aller. Et ce tourisme-là est surtout un tourisme de nature avec des valeurs que j'ai essayé de résumer ici. La recherche de grands espaces, ça paraît un peu évident, mais derrière cette recherche de grands espaces, il y a des valeurs qui sont la beauté, le silence, la pureté des idées, qui ne correspondent pas forcément toujours à la réalité, mais qui sont les idées qui sous-tendent ces valeurs revendiquées pour le tourisme. Très importante, l'admiration pour les nomades. C'est un des moteurs principaux du tourisme saharien, des sortes de chevaliers d'un monde révolu, les hommes bleus du désert, qui ne sont pas toujours habillés en bleu, mais il y a cette figure des nomades qui est un très puissant facteur attractif, comme l'est le sable. Ce sont les images principales du Sahara. Derrière cette admiration pour les nomades, leur capacité d'adaptation au milieu, qui est tout à fait remarquable, il faut bien le reconnaître, une recherche d'authenticité pour les touristes. On veut aller au contact d'un mode de vie qui est disparu, qu'on ne trouve plus chez nous. Alors quand un caravanier, un chamelier ou un guide sort son téléphone portable de sa gandoura en approchant du terme d'une étape, on est un peu surpris, évidemment. Je l'ai vu, en approchant de Tamanrasset à la suite d'un voyage qui avait duré une semaine, en haut d'une petite colline, tout d'un coup, tous les téléphones portables se sont mis à sonner. Alors ceux des guides et des caravaniers, comme ceux des membres du groupe. Alors la recherche d'authenticité, voilà. L'admiration pour les nomades, c'est l'idée de la liberté aussi. Mais Théodore Monod a dit à propos du désert, au désert, on ne décide pas, on obtempère. Donc la liberté, c'est aussi une image qu'on se fait de la vie des nomades, qui en fait, lorsqu'ils vivaient comme des nomades, étaient tout à fait contraints par leur mode de vie, et n'étaient pas si libres que ça. Et puis, l'esprit d'aventure, évidemment, la vie dans la nature, la lenteur, et puis, tiens, ce terme de frugalité qui a une actualité tout à fait particulière en ce moment. Alors la lenteur, elle est encadrée parce qu'en général, on part une semaine, donc il faut aller très vite. C'est pour ça que j'ai parlé des aéroports tout à l'heure. Il faut aller très vite sur le lieu d'où l'on va partir. Il faut aller très vite retrouver les guides ou la caravane après. Et puis après ça, on se permet pendant 5 jours de vivre lentement. Et puis un peu frugalement, selon les modes de voyage, mais quand même un peu. Et puis après ça, on va reprendre l'avion, puis on va reprendre le rythme de la vie de tous les jours. Donc voilà un peu les valeurs qui sous-tendent ce tourisme saharien. Mais ce sont des valeurs qui sont toutes évidemment attractives et
qui ont un aspect positif absolument indéniable. Pour compléter un peu ce qu'a dit Bruno, un focus peut-être sur deux valeurs qui nous ont semblé plutôt importantes. Alors le premier, c'est la question de la wilderness, ou on va dire du sauvage, mais le terme est difficile, il est tellement connoté qu'on va utiliser le terme wilderness, qui en fait est une large mythologie qui s'est construite, on va dire, au XIXe siècle, avec l'invention d'abord du tourisme, et puis très vite du tourisme d'aventure, mais en perdant pas de vue qu'il s'agit bien là d'une représentation sociale, d'un imaginaire spatial, qui sont construits par des Occidentaux, et pour des Occidentaux, et qui très largement oublient l'autochtone. Enfin, ou alors une figure fantasmée de l'autochtone, l'homme bleu dont Bruno parlait un instant, et le réduisent finalement à une forme d'élément de décor ou un élément de l'environnement. Ainsi que le Mont Cronon, il y a presque un retour vers une mauvaise nature, c'est-à-dire une nature qui est contrariée, une nature qui est sauvage, avec tous les guillemets nécessaires au terme, mais qui est aussi un objet de fantasme et de désir d'aventure, une ambivalence qui fascine. On pourrait ici citer Monod, dont tu parlais, Bruno. Monod écrit « Parler du désert, ne serait-ce pas d'abord se taire comme lui, et lui rendre hommage, non de nos vains bavardages, mais de notre silence ». Et dans Méharé, il écrit à un autre endroit, dans le désert, le peu que l'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire pour l'honneur, mais sans illusion. Et je crois que ça résume bien ce rapport à l'immensité et à la finitude de l'homme face à l'immensité. On a cette chose-là. Et puis en même temps, des récits de voyage romantiques qui illustrent la mythologie d'une quête du désert dans laquelle finalement le sauvage, ce serait un peu le rempart contre la civilisation. C'est-à-dire que quand on interroge tous ces touristes, encore aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont dans une société du trop-plein, une société de la modernité urbaine, de la pollution, etc. Et puis, ils partent dans le désert, ils vont se ressourcer, ils vont oublier cette frénésie, voilà, enfin oublier... comme on le disait tout à l'heure, quelques jours, c'est une parenthèse, évidemment. Un rapport aussi à la lenteur et à la vitesse qui fluctue dans le temps. Schématiquement, on peut mentionner 3 temps principaux. Le premier, ce serait, on va dire, jusqu'à la guerre de 14, un temps de lenteur, une lenteur qui est corrélée à la difficulté à entrer dans le désert, à l'hostilité des éléments et de l'environnement, à l'incertitude de leur maîtrise, encore aussi à l'inconnu qu'il représente pour la plupart des Occidentaux. Finalement, ce Sahara, les Occidentaux le connaissent mal, et donc cet inconnu conduit à une forme de lenteur. Le déplacement se compte en dizaines de jours, il est essentiellement pédestre, même si accompagné de dromadaires, d'ânes, voire de chevaux. Le deuxième temps est celui de la mécanisation et de l'entrée véritable dans le premier tourisme d'aventure. Schématiquement, il arrive dans l'entre-deux-guerres. Alors c'est un temps qui n'est pas fini, mais qui est en déclin aujourd'hui. C'est l'entrée de l'aventure saharienne, finalement, dans la modernité. On a... dans l'idéologie de la modernité, cette croyance dans la capacité à maîtriser, par la technique, à maîtriser l'environnement, à le réguler, à faire de l'homme moderne, et largement, plus précisément de l'homme occidental, la mesure de toute chose. Et il y a le développement d'une logique d'accélération qui trouve son illustration dans tout un tas d'éléments que vous connaissez et que nous connaissons tous et qui illustrent bien cette culture de l'accélération. Ça pourrait être symboliquement peut-être l'invention de la croisière noire
par constructeur automobile Citroën, et puis de façon un peu plus récente, le Paris-Dakar, à l'époque où le Paris-Dakar allait à Dakar, donc traverser le Sahara, et puis avec des voitures, des camions, des motos, avec ses dérives évidemment, mais c'est une forme aussi de tourisme d'aventure. Voilà. Et puis des épreuves comme celle que décrit très bien ma collègue Myriam Barthélémy, des épreuves comme le marathon des sables, aujourd'hui encore qui existe, et où il convient de courir dans le désert au risque de malmener son corps, mais en faisant confiance à la technique et au génie humain pour transcender les éléments. Le troisième temps, c'est un temps qui arrive à la fin des années 90, début des années 2000, où on a de nouveau un retour de la lenteur. Mais attention, c'est pas un temps qui se substitue au précédent, c'est un temps qui arrive de nouveau en complément. On redécouvre des nouvelles pratiques touristiques de désert, qui sont des pratiques de plus grande lenteur, on va dire, qui s'inscrivent dans un discours aussi sur le bien-être, sur le ressourcement de soi, sur le dépaysement. On veut, avec cette idée qu'il y a une forme d'osmose, une recherche d'une forme d'osmose entre soi et l'environnement. Et c'est quelque chose qui est assez prégnant. On retrouve ça dans une forme de tourisme plus contemplatif, ou dans des... en tout cas en apparence, ou dans des formes de tourisme qui ont moins recours à l'accélération, à la vitesse. Donc on redécouvre, j'aurai l'occasion de revenir, la Méharée, on redécouvre la randonnée saharienne, on redécouvre on redécouvre les bains de sable, par exemple, tout un tas d'autres activités qui se développent à destination des touristes. Donc voilà un peu les grands éléments sur lesquels nous voulions avec Bruno un peu insister aussi. Voilà. Je vais lui laisser continuer sur la présentation de ces terrains. Alors, pour rentrer un peu plus dans la présentation de ce qui fait que des destinations sont touristiques, ou l'ont été, parce que certaines ne sont plus accessibles actuellement, c'est, d'après moi, le triptyque que représente la qualité des paysages, l'existence reconnue d'un haut lieu, qui va être particulièrement attractif, et en général, au moins pour les terrains que je connais et que j'ai fréquentés, la notoriété d'une grande figure qui est attachée à ce lieu, et souvent d'ailleurs à ce haut lieu. Alors je vais prendre trois exemples, les trois exemples que je connais le mieux, qui sont pour deux d'entre eux en Algérie le massif du Hogar et puis le massif du Tassili des Adjers et puis le massif de l'Adrar de Mauritanie. Vous voyez qu'à chaque fois ce sont des massifs montagneux, c'est-à-dire qu'il y a un peu de sable en Mauritanie, un petit peu dans le Tassili des Adjers, pas du tout dans le Hogar. Alors, le massif du Hogar, c'est une carte que j'ai mise ici qui vient du site GeoImages, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu la présentation qui en a été faite hier. Enfin, il a été question de ce site à différentes reprises. C'est un site qui est accessible en ligne, qui est en libre accès, sur lequel il y a des images satellites du CNES, Centre national des études scientifiques français, et puis il y a des commentaires qui sont faits par les uns et les autres à partir de ces images, mais vous pouvez aller voir, hein, c'est un site qui est tout à fait extraordinaire, ça s'appelle GeoImages, vous avez à peu près le monde entier qui est couvert par ces images. Alors ici c'est le massif du Hogar, j'ai indiqué la ville de Tamanrasset qui est donc la capitale au sud, on aperçoit l'Oued, le petit trait jaune qui traverse la ville ici, puis on distingue un peu la tache urbaine. Tamanrasset, c'est une ville, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ne devrait pas se trouver à cet endroit, puisqu'il n'y a pas d'agriculture. Donc l'eau vient de très loin par un aqueduc qui a été mis en service en 2012, construit par les Chinois.
Cette ville faisait 10 000 habitants, alors faisait à peu près 2 000 habitants en 1950, 20 000 en 1990, et elle en fait aujourd'hui entre 150 et 200 000. C'est une ville qui s'est peuplée rapidement de deux manières. Des Algériens du Nord qui sont venus s'y réfugier pendant la guerre civile, donc les années 90-2000 à peu près, pour simplifier, qui sont venus se mettre à l'abri pour échapper aux massacres qui avaient lieu dans le nord de l'Algérie, puis qui sont restés. Et puis des migrants subsahariens qui échouent à Tamanrasset et qui n'en repartent pas. Et qui vivent comme ils peuvent, qui sont embauchés à la journée dans des chantiers de travaux publics, pas mal exploités évidemment, parfois renvoyés chez eux, puis ils reviennent, enfin bon. Et voilà, la ville s'est peuplée comme ça, et c'est devenu aujourd'hui une grande ville avec des quartiers d'habitation qui se construisent, des espèces de lotissements, enfin, c'est devenu une grande ville. Si certains d'entre vous ont été à Tamanrasset il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans, vous ne pourriez plus la reconnaître. Alors, l'intérêt de ce massif du Hogar, c'est la partie plus foncée que vous voyez en haut et à droite de la photo. Ce sont les régions volcaniques du massif de l'Atakor. Ce que vous voyez en ocre, pour ceux qui connaissent ce langage, ce sont des terrains précambriens. C'est du granit. Ce sont des très vieux terrains granitiques. Et puis vous avez, il y a eu du volcanisme récent à la fin du Tertiaire, début du Quaternaire. C'est toute la zone noire que vous voyez là. C'est un paysage tout à fait extraordinaire de pitons volcaniques. Je vous en montrerai une photo tout à l'heure. Et c'est ces paysages-là qui sont attractifs pour les touristes. Tamanrasset est important puisque c'est là qu'on atterrit, ou c'est là qu'on atterrissait lorsqu'on pouvait y aller facilement. Et il y avait le samedi des vols directs, plusieurs vols directs entre Paris et Tamanrasset qui atterrissaient. Et puis après, on pouvait rapidement se diriger vers ce massif de l'Atakor, qui est la partie la plus élevée. Avec le point culminant de l'Algérie, vous voyez, à 2908 mètres, et le plateau de la Sécrème, qui est le haut lieu pour ce massif. Alors, le plateau de la Sécrème, vous le voyez sur la photo du bas. Je vais m'asseoir pour ne pas trop boucher la vue. 2700 mètres d'altitude, avec des paysages absolument somptueux, des paysages de pitons volcaniques que l'on peut observer en particulier depuis le sommet de ce massif. Paysages remarquables. Alors ce sont des laves très visqueuses qui se sont solidifiées à l'intérieur même du volcan, et puis l'appareil volcanique lui-même est parti avec l'érosion. Il ne reste que la cheminée volcanique, d'où ces formes de pitons tout à fait extraordinaires. Et puis, la figure qui est attachée à ce lieu, c'est Charles de Foucault. Vous voyez ici la toute dernière photo de Charles de Foucault, peu de temps avant son assassinat en 1916. Et Charles de Foucault est un personnage qui est devenu célèbre, qui est connu, même si on ne sait pas exactement qui c'est un nom qui dit quelque chose. Une conférence lui a été consacrée ici à Saint-Dié pendant ce festival. Charles de Foucault est un personnage qui attire au moins les touristes qui venaient dans le Hogar et à la Sécrème. Et lorsque le tourisme était possible jusqu'en 2010, la Sécrème était le lieu le plus fréquenté de tout le Sahara par les touristes. C'était le lieu le plus attractif. Alors je ne parle pas de la vallée du Nil, que je considère comme un monde à part. C'est pas tout à fait le Sahara, mais pour le Sahara proprement parlé, c'est à Tamanrasset et à la Sécrème qu'il y avait le plus grand nombre de touristes. Alors, ça n'était pas du tourisme de masse, il ne faut pas exagérer, il y avait 140 agences de tourisme à Tamanrasset, ce qui est quand même pas mal, jusqu'à 1991-1992.
Et donc il y avait tous les samedis 3 vols directs entre Paris et Tamanrasset qui amenaient des touristes, essentiellement français, dans ce lieu, alors qui parle, hein, parce que Tamanrasset, hein, il y a un passé colonial évidemment, il y a une proximité linguistique et culturelle qui est forte, on y parle français, vous connaissez cette formule de Dunkerque à Tamanrasset, enfin, donc évidemment pour les Français ça parle. Et la personnalité de Charles de Foucauld, qui a été canonisé par l'Église catholique au mois de mai dernier, et qui a vécu au contact des Touaregs entre 1905 et 1916, dans le Hogar. Alors ça n'était pas un ermite, il n'était pas ermite, mais c'était un prêtre qui vivait dans des conditions de pauvreté et de simplicité très grande, et ce qui l'intéressait, c'était d'être au contact des Touaregs autant qu'il le pouvait. Ce qu'il a fait, au point d'écrire, de rédiger un dictionnaire franco-touareg qui est le seul existant et qui fait toujours référence. Pour les chercheurs qui veulent découvrir le monde touareg et apprendre leur langue, le tamatchek, eh bien c'est le dictionnaire franco-touareg de Charles de Foucauld qui continue à faire référence. Donc outre le fait qu'il ait été un prêtre religieux, il y a cet aspect scientifique qui est reconnu mais qui est tout à fait important. Voilà donc ce qui attire dans ce lieu. Alors je vous ai mis aussi une photo sur le côté ici du Borge, le fortin que Charles de Foucauld avait construit pour abriter la population de Tamanrasset, qui était très faible à l'époque, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, où il commençait à y avoir des raids de dissidents touaregs qui commençaient à devenir dangereux pour la population de Tamanrasset, et Charles de Foucauld avait construit, avec l'aide d'habitants de Tamanrasset, ce fortin pour y mettre la population à l'abri, et c'est devant la porte de ce fortin qu'il a été assassiné en 1916. Il y a toujours soigneusement entretenu sur le côté de la porte le trou de la balle, c'est-à-dire la trace de la balle qui l'a tué. Alors, il a été tué par erreur. Les rebelles qui venaient de Libye, les rebelles touaregs qui venaient de Libye, voulaient l'enlever à l'origine. C'était du djihad avant l'heure. Ils voulaient l'enlever parce que c'était quelqu'un de connu, ils espéraient en tirer de l'argent. Et puis ça s'est mal passé, et celui qui gardait Charles de Foucauld, qui avait été attiré à l'extérieur de ce Borge, attirait par erreur et l'a tué. Alors il y a toujours au sommet de la Sécrème un ermitage qui avait été construit par Charles de Foucauld, où vivent actuellement des religieux. Depuis les années 50, ils se sont réinstallés, puisqu'il y avait eu une période de vide, et il y a toujours des religieux. Et la Sécrème est fréquentée aussi bien par les touristes quand il y en a, que par les Algériens. Parce que tout ce que je suis en train de vous lire, ça fait aussi partie du patrimoine algérien. Ça n'est pas seulement attractif pour les Français, ça l'est aussi pour les Algériens. On part dans le Tassili des Algères, à la frontière entre l'Algérie et la Libye. J'ai dessiné la frontière. Et dans cette région du Tassili des Algères, alors vous voyez, il y a un peu de sable quand même, l'air est pas de mer, mais ce qui est attractif dans ce massif, c'est le plateau, dont vous voyez la limite enfoncée, c'est du grès, sur lequel on peut monter à partir de la ville de Djanet. Djanet est une petite ville, beaucoup plus petite que Tamanrasset, c'est une oasis, et à partir de Djanet, où il y avait aussi des vols directs lorsque le tourisme fonctionnait, eh bien on pouvait monter sur le plateau du Tassili, où l'on découvrait des paysages tout à fait extraordinaires, de sortes de villes pétrifiées, vous voyez, des colonnes de grès érodées, avec des rues, des places, et puis à la base de ces colonnes de grès, des excavations
comme celle que vous voyez sur la photo, et puis que j'ai mis de manière plus agrandie ici, des fiabas. Alors c'est une érosion qui s'est faite il y a longtemps, lorsqu'il y avait encore de l'eau qui coulait, qui circulait, et qui a donc érodé la base de ces colonnes. Et c'est dans ces abris sous roche que l'on trouve en très grand nombre des peintures rupestres. Alors, vous en apercevez une dans la photo en haut à droite, hein, on distingue une forme rouge, et on peut parler, outre la qualité des paysages, de haut lieu véritablement. C'est un haut lieu de la préhistoire, avec une richesse absolument phénoménale de peinture dans ce massif. Ça n'est pas le seul massif du Sahara où l'on trouve ces représentations, mais la richesse en représentation pariétale est absolument phénoménale. Et il y a une scène en particulier, alors malheureusement on ne la distingue pas très bien, c'est la photo du bas, qui représente un personnage avec les deux bras levés, qui a une tête un peu bizarre, qui a reçu le nom de grand dieu de Séphar. C'est un site qui s'appelle Séphar, et ce personnage, alors c'est un peu effacé, sur la gauche il y a toute une série de femmes qui sont prosternées et qui ont l'air d'être en prière, ou qui réversent, qui sont prosternées devant ce personnage central. C'est une scène tout à fait mystérieuse, ça date de 5000 ans à peu près, hein. C'est une période dite des têtes rondes, et puis vous avez des scènes pastorales, vous voyez, avec des bovins en grand nombre, vous avez des archers, vous avez un petit archer ici, alors c'est tout petit, celui-ci il fait 20 cm de large, hein, mais vous voyez qu'il a une finesse et une qualité artistique absolument extraordinaire. Et puis vous avez, plus près de nous, en se rapprochant du début de notre ère, des représentations de chars attelés, comme vous avez sur la photo en haut, on aperçoit le dos d'un cheval, des rênes et puis une roue. Voilà, donc un haut lieu, ce sont des sites tout à fait extraordinaires. On ne peut plus y aller actuellement, c'est en zone rouge sur les cartes du ministère des Affaires étrangères. Et puis, alors la grande figure qui est liée à ce site, qui est moins connu que Charles de Foucault ou Théodore Monod, dont je vais vous parler, c'est Henri Lotte, qui était un préhistorien, qui a été très connu dans les années 50-60, qui est un peu oublié aujourd'hui, et qui a mené toute une série de campagnes archéologiques dans les années 50 pour faire l'inventaire de ces stations pariétales, dont la plupart étaient absolument inconnues à l'époque. Il a été guidé par un Touareg qui connaissait bien ces lieux-là, qui s'appelle Djebrine, et il a fait tout l'inventaire de ces peintures. Alors, ça renseigne sur ce qu'était le Sahara à l'époque où il y avait de l'eau, parce que le Sahara est devenu le désert qu'on connaît aujourd'hui dans le courant du dernier millénaire avant notre ère, il y a 3000 ans à peu près. Avant, c'était une zone, un espace méditerranéen qui s'est peu à peu aridifié, qui est passé à la steppe, puis au désert à partir de -1000. Et les scènes que l'on peut y voir renseignent sur ce qu'était la vie au Sahara à cette époque. Sur la représentation, le petit archer que je vous ai mis tout à fait en haut, vous voyez sur la droite, dans le coin en bas à droite de la photo, on voit une trace noire un peu incurvée. C'est un bateau, c'est une barque qui est peinte. Donc il y avait de l'eau, et les habitants de ce plateau, il y a 4000, 5000 ans, pouvaient avoir des troupeaux de bovins, et puis pouvaient utiliser des bateaux. Il y avait suffisamment d'eau dans les oueds pour avoir une vie pastorale qui, évidemment, n'existe plus du tout aujourd'hui. Alors, troisième site, l'Adrar de Mauritanie, où on va retrouver la trilogie que je vous ai indiquée, avec des paysages, alors, de sable. En Mauritanie, il y a beaucoup de sable. La Mauritanie est un pays essentiellement couvert de sable,
Mais dans le massif de l'Adrar de Mauritanie, on trouve aussi un paysage tout à fait extraordinaire qui est celui du Guelb Richat, que vous voyez à gauche, c'est une photo de géo-image aussi, qui est une formation encastrée dans le plateau de Chinguetti, que vous voyez en marron, et cette formation fait à peu près 40 km de diamètre. Et vous avez des petites falaises, alors c'est pas très haut, qui sont concentriques et qui sont tout à fait mystérieuses quand on les voit comme ça. Quand on est au niveau du sol, c'est difficile de bien percevoir cette forme parce que c'est très érodé, ce sont des petites collines. Alors on voit bien que c'est quand même circulaire, mais enfin c'est surtout spectaculaire depuis qu'il y a des photos satellites qui permettent d'avoir ce genre d'image. Cette formation a été explorée pour la toute première fois par Théodore Monod en 1934, et c'est lui qui a compris ce que c'était. Alors, c'est un début de formation d'un volcan, il y a 100 millions d'années. Il y a eu un panache qui a bombé le sol à cet endroit-là, et ce volcan n'est pas parvenu à la surface, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lave, il n'y a pas de traces de roches magmatiques. Le volcan s'est arrêté avant que la lave ne sorte. Donc il y a eu un bombement, et le jeu de l'érosion, après, entre les couches dures et puis les couches tendres, qui étaient les roches sédimentaires de surface, l'érosion a dégagé ensuite des falaises qui sont concentriques, mais c'est le reste du bombement qui existait à cet endroit-là. Alors ce sont des altitudes assez basses. Au centre de ce dispositif, on est à 500 mètres d'altitude à peu près, donc c'est très bas. Et alors évidemment, lié à ce lieu et lié à l'Adrar de Mauritanie qu'il appelait son diocèse, le personnage attractif, c'est Théodore Monod, bien évidemment. Je l'ai accompagné dans le Guelb Richat pour une mission qui était à la fois géologique et préhistorique en 1998, et tout le monde le connaissait. On a atterri à Attar, dans le nord de la Mauritanie, et il y avait un ministre mauritanien qui l'attendait au pied de l'avion. Il y avait la télévision, etc. C'était une personnalité extrêmement connue, et qui reste connue dans le massif de l'Adrar de Mauritanie. Et c'est une figure un peu mythifiée aujourd'hui, hein, mais qui est évidemment très attractive pour le tourisme dans l'Adrar de Mauritanie. Et puis, le haut lieu, c'est la ville de Chinguetti. Je vous en ai mis une photo en bas. C'est une oasis qui a connu une période de splendeur il y a quelques siècles, qui est aujourd'hui une petite ville partiellement envahie par le sable, mais qui jouit d'une grande notoriété dans le monde musulman et qui abrite de vieilles bibliothèques dans lesquelles on trouve des manuscrits théologiques, géographiques, historiques, juridiques, etc., qui datent qu'on commence à trouver à partir du Xe, XIe siècle, et qui ont été conservés dans ces bibliothèques, comme c'est le cas aussi à Walata, comme c'est le cas aussi à Tichit en Mauritanie, ou à Tombouctou, où certaines de ces bibliothèques avaient été détruites par les djihadistes, vous vous en souvenez peut-être. Voilà donc l'Adrar de Mauritanie avec ce triptyque entre la qualité des paysages, le haut lieu qui est Chinguetti, et puis la personnalité qui est celle de Théodore Monod. Donc moi je vais revenir sur trois pratiques qui ont été redécouvertes et qui traduisent une transformation des représentations et des usages touristiques du Sahara. La Méharé, vous en avez l'illustration sur la photo du milieu, la randonnée pédestre, c'est la photo en bas à gauche, et puis les bains de sable qui ont été particulièrement étudiés par notre collègue Marie-Lu Gélard, qui a écrit énormément là-dessus. Je vous invite à lire, c'est tout à fait passionnant. Donc j'ai travaillé sur le sud du Maroc, donc les franges
saharienne du Maroc. Les touristes auparavant arrivaient à Marrakech, que vous voyez sur la carte, je pense, oui. Que vous voyez sur la carte. Et puis, aujourd'hui, maintenant, l'entrée du Sahara marocain se fait plus du tout par Marrakech. C'est à quelques exceptions près, se fait plus du tout par Marrakech. Se fait essentiellement par Ouarzazate, un peu plus au sud-est, et de plus en plus maintenant, depuis quelques années, par Zagora, puisque l'État marocain, dans son plan de développement touristique forcené, qui est objectif 10 millions de touristes supplémentaires d'ici 2025, c'est un plan qui a été lancé en 2010, a décidé de développer énormément, donc a fait construire un aéroport à Zagora, qui là, en bas... On n'arrive pas à lire, on est trop loin, si vous pouvez montrer. Je vais vous montrer. Zagora, c'est ici. Voilà. Merci. Non, c'est là. Ah oui, d'accord. Oui. Et les zones sur lesquelles j'ai travaillé sont... Alors pour les bains de sable, Mergouza, c'est un peu plus au nord, voilà, en dessous d'Erfoud, voilà. Le point qui est... voilà, c'est ça, voilà. Et puis Mamid, et puis pour les randonnées et pour les Méharés, Tagounine et Mamid également, donc, qui se trouvent juste en dessous de Zagora. Voilà. Juste en dessous de Zagora. Donc ce sont les villes sur lesquelles j'ai fait mes enquêtes. Pour situer, je pense que c'est assez important. On est... ces types de pratiques, pour moi, traduisent bien finalement aussi des nouvelles pratiques qui apparaissent, qui sont donc aussi bien la marche dans le désert que les baigneurs de sable ou les randonnées. Voilà, leur but essentiel, c'est plutôt un engagement de rupture avec le rythme européen, avec le rythme occidental, et c'est quand même assez clair. On a une expérience qu'on peut qualifier de corpospatialité, c'est-à-dire finalement où on appréhende l'environnement d'abord par un rapport direct, immédiat, de son propre corps à cet environnement, c'est-à-dire que c'est le corps qui permet de définir la relation à l'environnement. Je veux comprendre mon corps par l'environnement, par un rapport corporel à l'environnement. On a donc une pratique qui est avec un ralentissement du rythme des activités. L'objectif, c'est... je vais essayer de retrouver quelques citations des personnes que j'ai rencontrées qui illustrent, me semble-t-il, assez bien ces mutations. On a une expérience corporelle qui est vécue, observée, et qui ne s'inscrit pas vraiment dans, on va dire, une satisfaction immédiate, un plaisir assez hédoniste, mais plutôt dans une démarche plus personnelle, plus spirituelle, de construction d'un sens pour sa propre vie, de recherche d'un état de bien-être, ou alors plutôt d'ailleurs d'un état de mieux-être, comparativement à celui inhérent à la vie sociale et professionnelle hors du temps des vacances. Et cette pratique douce, de pleine nature désertique, si j'ose dire, est recherchée comme une quête d'émotion. On a une forme de dimension aussi spirituelle qui est mise en avant, une relation avec le cosmos, une recherche de sens, du principe vital de l'individu. C'est les expressions que j'ai dans les entretiens. Voilà, par exemple, j'ai
une cadre parisienne trentenaire qui revient d'une expérience de randonnée pédestre qui dit « Même si ce n'était que 3 jours, le dépaysement est total. Il y a un truc qui nous envahit, c'est inexplicable. Comme un grand vide, un lâcher-prise qui nous ouvre à la possibilité d'une rencontre, à la fois avec le désert et avec soi-même. » Son compagnon, qui a vécu donc la même expérience, me dit « Ça fait un bien fou. La tête se vide du stress emmagasiné depuis des mois. En harmonie avec ce qui nous entoure, on devient disponible pour accueillir l'autre et on se retrouve nous-mêmes. » Il en va de même pour les bains de sable. Une autre, donc dans le même groupe de touristes que j'avais interrogé, toujours en 2013, il y a une femme qui avait fait des bains de sable quelques années après, et puis qui revient, quelques années auparavant, et qui revient sur son expérience de bain de sable et qui me dit, voilà, lorsque je prends mon bain de sable, mon corps est complètement enserré. Mon cerveau alors se libère. C'est un peu comme au sauna. L'air y est sec, la chaleur engourdit mon corps, transpire. Je peux alors laisser vagabonder mon esprit pendant et après, car je suis devenu propre à l'intérieur. 30 à 40 minutes à peu près. Ah, aujourd'hui, c'est à peu près le temps. Et un enseignant quinquagénaire ajoute, voilà, bain de sable ou séance yoga, c'est la même logique. Je me connecte à mon environnement et je lâche prise. Tout devient doux dans ma tête. Je suis alors pleinement serein. Il y a une forme d'impératif moral, en fait, qui est assez présent, me semble-t-il. Hein, c'est une manière de se comporter en relation avec la nature qui est assez intéressante. Ça renvoie à cette idée de résonance. La nature, ici le désert, n'est pas seulement le support d'un loisir touristique, mais il est également une école expérientielle. Il est finalement une expérience de corps qui s'incorpore dans la nature. Et dit autrement, la nature nous confie des sentiments, le paysage, en quelque sorte, épanche son caractère en nous, et les éléments naturels et les hommes nous touchent non seulement dans notre intellect, mais aussi dans notre sensibilité. La résonance, c'est un concept qui a été inventé par un philosophe allemand qui est Hartmut Rosa, et il a tiré ce sens de l'acception musicale que vous connaissez, la résonance musicale, et il montre que ça souligne une relation à double sens, comme le son. C'est une façon de s'adresser au monde et d'être adressé par lui. C'est ce que, petite citation d'Hartmut Rosa qui nous dit, voilà, dans mon expérience subjective, le monde et le moi ne sont pas séparables. Je perçois le monde, il est donc en moi. Mais je suis également en lui. C'est au niveau de ce nœud originel du moi et du monde que se joue la possibilité d'une conversation, d'un jeu de questions et de réponses, en un mot, de la résonance. Alors oui, quand je résonne, je parle au monde et il me répond, le vent a quelque chose à m'apprendre sur moi. On retrouve cette chose assez similaire, et au point qu'on peut évoquer l'idée d'une forme d'écosophie où l'entend Guattari, c'est-à-dire une relation à l'environnement qui est entendue comme une triple communion, une relation de l'homme avec d'abord avec l'environnement, ensuite avec les autres, et enfin avec lui-même. Et il y a cette triple recherche permanente dans toutes ces activités dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui me frappe, c'est que l'expérience touristique n'est pas vécue comme une expérience uniquement de rencontre avec un paysage, etc. Mais il y a l'idée d'un dialogue avec ce paysage. Et via ce dialogue avec le paysage, il y a la possibilité aussi de côtoyer d'autres personnes,
d'autres touristes qui sont, qui sont présents dans l'expérience de voyage, et puis aussi une rencontre avec soi-même. C'est-à-dire on a très régulièrement dans les propos, mais aussi dans les attitudes, on voit des moments où les personnes veulent s'isoler, veulent se rentrer en échange avec eux-mêmes, veulent réfléchir, etc. Et un peu avec aussi ces figures dont Bruno parlait, qui sont sans cesse mobilisées. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas combien de fois j'ai eu, oui, je suis un peu, c'est un peu comme si j'étais Charles de Foucault, voilà. Alors évidemment, on sait bien que c'est faux, mais évidemment que c'est faux. Mais les figures ont tellement imprégné l'imaginaire collectif qu'en fait elles deviennent une part de la réalité, de l'imaginaire touristique, et ça devient une ressource touristique. C'est-à-dire que je suis Charles de Foucault, je suis Théodore Monod. Moi je me souviens d'un jeune homme, un ingénieur parisien qui me dit, mais voilà, j'ai lu Monod et en fait, ça y est, j'ai trouvé ma voie. Et puis en même temps, faut pas se leurrer, c'est-à-dire que 15 jours plus tard, il va reprendre l'avion à Zagora, il va rentrer à Paris, il va rentrer dans le rythme frénétique de sa vie à la Défense, dans une tour de la Défense, et il aura complètement oublié Monod, il aura complètement oublié le Sahara, mais il aura eu une petite parenthèse touristique, et puis il va sans doute revenir aussi quelques mois plus tard, quelques années plus tard, sans doute qu'il reviendra. Et donc, mais il y a cette expérience qui est vraiment cette triple relation qui est constante, que l'on retrouve chez tout le monde. On trouve également une ambivalence, mais là qu'on va retrouver classiquement, que Bruno avait déjà mentionné, c'est-à-dire la fascination pour l'immensité, le mystère, la mutabilité du désert, la peur de s'égarer, l'incertitude des lieux, mais qui en même temps attire, c'est-à-dire que ça devient un instrument, ça devient un outil de vente, j'allais dire, du matériel touristique. C'est-à-dire que le bon guide, c'est celui qui va vous faire croire que vous vous perdez un peu. C'est celui qui va, au cours de la marée, si vous pouvez vous perdre un peu, ou avoir l'illusion que vous vous perdez, c'est formidable. Là, en réalité, il n'est pas du tout perdu. Enfin, moi, j'ai des souvenirs dans les voyages touristiques que j'ai accompagnés. J'ai des souvenirs de guides qui nous expliquent on part de là, on va à tel endroit, on part à l'aube, il marche, il sait exactement, et il me dit, tu vas voir, je vais leur dire que je suis perdu. Donc il commence à avoir un peu un stress, et puis il me dit, tu vois la dune là-bas, juste derrière il y a le point d'eau. Et il me dit, tu vois, hop, tu regardes, et puis il me montre l'espace, il me dit, le point d'eau il est là. Et là il leur dit, peut-être vous devriez aller par là, parce que je crois qu'on est perdu. Et là il y a un mouvement de panique, et tout d'un coup les gens disent, ah, et ils découvrent effectivement le point d'eau, mais en réalité il n'a jamais été perdu, c'est-à-dire qu'en fait il se promène. Le guide se promène sur place, j'allais dire les yeux fermés, non pas du tout, au contraire, les yeux parfaitement ouverts et en ayant tout un tas de repères, notamment, même la nuit, c'est encore plus impressionnant. Quand les guides se promènent la nuit et se guident uniquement aux étoiles, c'est encore plus impressionnant, mais on a ce rapport-là, voilà, qu'on va avoir. Le Sahara paraît donc complètement comme une ressource territoriale pour le développement touristique. J'allais dire que même si ça s'inscrit finalement dans une sorte de poncif sur le désert, les poncifs de l'imaginaire occidental sur le désert, ce que recherchent finalement les touristes occidentaux, c'est d'abord la rencontre dans le sud marocain, c'est la rencontre, c'est la trace des hommes bleus, c'est l'imaginaire de ces lieux, voilà, comme le dit le Clésio, où il n'y a pas de nom et pas de parole. Et c'est ça qui est recherché. Et donc il y a bien une ressource territoriale pour un développement touristique, avec une culture
un Touareg mythique, c'est l'image que vous avez en bas à droite, c'est voilà, c'est un des guides avec lequel j'ai travaillé, que j'ai interviewé. Enfin, il prend la pose, comme il dit, je prends ma pose touristique. C'est-à-dire qu'il prend sa pose pour que les voyageurs puissent le photographier. C'est le Touareg avec le fond de dunes, de sable. C'est la photo que les touristes veulent prendre. Voilà. Au petit matin, c'est exactement la photo que les touristes attendent. Voilà, donc on a cette recherche, et puis on a des ressources finalement qui sont posées, qui permettent un développement, un développement du territoire. Il y a la construction finalement d'un territoire spécifique qui est dédié aux touristes, qui est dédié à l'expérience touristique, avec des ressources locales qui se combinent avec un imaginaire occidental sur la zone et qui articule un produit qui est le produit touristique. Alors ça fait peut-être un peu moins rêver de penser que finalement c'est un produit touristique, mais c'est aussi très largement la réalité. Après, il y a aussi quand même des questions politiques et éthiques qui se posent, notamment ces dernières années, puisque il y a à la fois, j'allais dire, alors ça traduit bien aussi une volonté quand même de ces touristes quand même d'avoir une expérience touristique qui n'est plus complètement dans une logique de consommation, en tout cas c'est ce qui est affirmé, et en même temps, finalement, ces expériences, elles reproduisent une transformation de ces expériences de consommation, la création d'une nouvelle offre touristique qui est adaptée à ce que l'on pense être une nouvelle demande expérientielle, une nouvelle demande de pratiques touristiques qui soit pas fondée uniquement sur la vitesse, sur la course automobile, sur le trek, sur le raid d'aventure, etc., mais qui soit fondée sur d'autres pratiques, avec il n'y a pas de quête de pseudo-exploit, il n'y a pas de pseudo-exploit physique, de pseudo-exploit, de frisson touristique. On est sur autre chose. Alors ça, mais en fait, se crée une nouvelle demande, et face à cette demande, on crée une nouvelle offre. Après, cette nouvelle offre, elle pose question parce qu'il y a des ressources du territoire, mais il y a une fragilité des territoires qui parfois sont malmenés, il y a des fragilités des territoires, et puis il y a aussi des problèmes éthiques, des problèmes politiques qui bouleversent les choses, et c'est là-dessus que je vais conclure et laisser la parole de nouveau à Bruno pour... Parce qu'il faut parler un peu des risques et des questions géopolitiques maintenant. Donc ce mythe saharien, il a été... dont on a parlé tous les deux, il est, vous l'avez compris, réactivé par le tourisme avec ses valeurs que sont le sable, les nomades, les paysages, les grandes figures. À propos des nomades, moi je rajoute une chose, pour les Touaregs plus particulièrement, que je connais mieux. Les Touaregs, ce sont des guerriers. Alors on les a mythifiés, on en a fait des chevaliers des temps modernes, mais à l'origine, ce sont des guerriers, les Touaregs. La pratique de la razzia a eu lieu jusque dans les années 1930, dans le Sahara français. Dans les déserts d'Arabie Saoudite, ça a duré même jusque dans les années 50-60, avec les tribus bédouines. Mais tous ces gens-là, à l'origine, ce sont des commerçants et des guerriers. Alors aujourd'hui, on en a fait des figures très lissées, qui sont assez différentes de ce qu'ils ont été et de ce qu'ils redeviennent assez facilement si on regarde le nord du Mali et le nord du Niger. Voilà. Donc, quand on parle d'authenticité, il faut aussi avoir ces choses-là en tête. Alors, cette activité touristique, alors, qui existe encore et qui est praticable au Maroc, l'est beaucoup moins dans d'autres régions. Il y a eu une période particulièrement favorable qui a été la décennie 2000-2010. Vous voyez ici quelques chiffres.
en Mauritanie, 10 800 passagers transportés par Point Afrique en 2001-2002 sur la liaison Paris-Qatar. À Taman Rasset en 2002, 8000 arrivées de touristes à l'aéroport. Et puis il y avait, je vous l'ai dit tout à l'heure, 140 agences de tourisme qui fonctionnaient. Donc tout ça a bien fonctionné, sans que ça soit du tourisme de masse, il ne faut pas non plus exagérer, pendant une décennie, jusqu'à ce que les questions géopolitiques viennent mettre à bas ce bel édifice. Alors je vous ai remis ici quelques dates, on ne va pas toutes les détailler. Les choses en fait avaient commencé à se gâter dès 2003. Les premiers enlèvements de voyageurs occidentaux qui aient eu lieu au Sahara, c'est 2003, sur la bordure du Hogar. Il y avait eu plusieurs petits groupes de voyageurs circulant en 4x4 qui avaient été kidnappés, regroupés en deux groupes, l'un en Algérie, l'autre au Mali, et qui ont fini par être libérés. Mais c'était le tout début. Et puis, il y a eu, vous voyez, à partir de 2007, des choses qui se sont un peu aggravées. Notamment, pendant les vacances de Noël 2007, il y a eu 4 voyageurs français qui ont été assassinés en Mauritanie. Et à la suite de cet assassinat, le rallye Paris-Dakar de 2008, dont parlait Christophe tout à l'heure, a été annulé et il n'est plus jamais revenu en Afrique depuis. Vous savez que Dakar migrait en Amérique du Sud avant de se trouver aujourd'hui en Arabie Saoudite. Dakar est une ville migratrice. Et les choses se sont aggravées dans les années 2010-2011 avec notamment les employés d'Areva, 7 employés d'Areva qui avaient été enlevés près des mines d'uranium d'Arlit au Niger, 2 Français qui avaient été enlevés dans un restaurant à Niamey, qui avaient été tués le lendemain dans une embuscade tendue par l'armée française à la frontière du Mali pour essayer de les récupérer. Ça avait mal tourné. Et puis l'attaque massive en 2013 du grand site gazier d'In Amenas en Algérie par un groupe qui était mené par Mokhtar Belmokhtar, qui était arrivé de Libye avec des 4x4 et que les services algériens n'avaient pas vu, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et ça a très mal tourné, parce qu'il y a eu 23 otages tués, et puis il y a eu une dizaine de membres du commando qui ont été tués aussi. Et le risque, c'était que la raffinerie saute. C'était un site gazier, enfin c'était quand même... Donc tout ceci fait que le tourisme s'est arrêté en 2011. Ça devenait trop risqué. Donc, à partir de 2011, le tourisme n'a plus existé en Algérie, il s'est arrêté en Mauritanie aussi. Il y a eu une petite tentative au Tchad entre 2012 et 2014. Point Afrique, avec le soutien du gouvernement tchadien, a ouvert une ligne régulière entre Marseille et Faya-Largeau, qui permettait d'accéder dans les massifs de l'Ennédi et du Tibesti. Mais ça n'a pas duré parce que c'était trop compliqué, il y avait des problèmes logistiques assez insurmontables, et l'expérience s'est arrêtée en 2014. Et puis, ce risque djihadiste s'est déplacé vers le sud. Tout ça a débuté en Algérie, lors de la guerre civile, et puis... avec le GIA, puis le groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui est une émanation du GIA, et puis qui s'est regroupé avec Al-Qaïda en 2007 pour former AQMI. Et l'implantation de ces groupes djihadistes s'est peu à peu déplacée de l'Algérie vers le Sahara central, dans les régions de frontières, parce que les frontières, c'était bien, on peut passer d'un côté à l'autre de la frontière pour se mettre à l'abri si on est poursuivi. Et puis, comme ces groupes étaient pourchassés par les armées algériennes, et puis surtout algériennes, et ensuite, un peu plus tard, maliennes et nigériennes, ces groupes se sont déplacés, ils sont arrivés vers l'Adrar des Iphoras, au Mali,
un peu dans l'Aïr, au Niger, et puis aujourd'hui ils sont implantés, vous le savez bien, au Mali, au Burkina, au Niger, et puis ça continue à migrer vers le sud. Il y a eu des enlèvements au nord du Bénin, la Côte d'Ivoire commence à être sur ses gardes, le Sénégal un peu aussi. Donc c'est un mouvement qui, depuis 20 ans, a traversé le Sahara. L'implantation des groupes djihadistes a traversé le Sahara, de l'Algérie jusqu'au Sahel, et puis ce mouvement continue aujourd'hui vers le golfe de Guinée. La conséquence, c'est que le tourisme est redevenu possible dans certains pays. C'est le cas de la Mauritanie. On peut aller en Mauritanie aujourd'hui. La ligne Paris-Attar a été réactivée. Il va y avoir des vols qui vont redémarrer au mois de novembre. Alors on y va toujours en hiver, hein, parce que l'été il fait trop chaud, c'est toujours en hiver. Donc les vols Paris-Attar existent à nouveau. On peut aller dans l'Adrar de Mauritanie. La Mauritanie est un pays qui est sécurisé aujourd'hui. L'armée mauritanienne, aidée par des services spéciaux français et américains, a réussi à réellement sécuriser le pays. L'Algérie, c'est un peu différent. L'Algérie, en réalité, redevient fréquentable, sauf que les militaires algériens n'ont pas du tout envie de voir revenir les touristes dans le sud. On peut aller à Tamanrasset aujourd'hui, c'est en zone orange, sur les cartes du ministère. Pas très facile d'obtenir des visas, mais on peut y aller. Le problème, c'est que si on veut sortir de Tamanrasset, il faut obligatoirement être accompagné par une escorte de gendarmerie. Donc forcément, plus de randonnée possible, plus de méarrêts possible. On peut faire des petites balades en 4x4, à condition que ça ne revienne pas trop souvent, mais ça complique sérieusement les choses. Donc les agences de voyage ne sont pas du tout retournées, les voyagistes n'ont pas réinvesti l'Algérie parce que c'est trop compliqué. Tamanrasset, c'est la ville la plus au sud de l'Algérie, elle n'est pas très loin des frontières du Mali et du Niger, et l'armée algérienne qui regarde vers les problèmes de terrorisme islamiste qui ne sont pas très loin, ils ont envie d'être libres. Dans le désert, on fait ce qu'on veut, les militaires, ils sont libres de faire ce qu'on veut, il y a de la place, mais ils n'ont pas du tout envie d'avoir des groupes de touristes qui viennent les enquiquiner avec des risques potentiels d'enlèvement, etc. Donc l'armée algérienne, qui est toute puissante en Algérie, fait tout ce qu'elle peut pour que le tourisme ne redevienne pas possible. Voilà. Alors, le seul pays actuellement où l'on peut retourner sans risque, c'est la Mauritanie. Et oui, alors le Maroc, bien sûr, dont tu as parlé, oui, je parlais des pays qui ont été traversés par ces groupes djihadistes. Alors le Maroc, tu as raison de le signaler, a échappé quand même assez largement à tout ça, parce que le Maroc s'est trouvé quand même un peu loin de l'implantation des groupes djihadistes, et c'est un État, effectivement, dans lequel il est resté possible d'aller, et dans lequel il est possible d'aller aujourd'hui. Mais le Maroc n'est ça à rien que par sa petite frange sud. Ça n'est pas apte, sauf si on considère que le Sahara occidental fait partie du Maroc. C'était le sujet d'une conférence hier, mais on ne va pas revenir là-dessus. Bon, cette carte-là est là pour nous. Et la zone de Djennet est ouverte? Non, la zone de Djennet est en zone rouge. Ah, elle est ouverte? Non, elle est... Non. Il y a des avions qui y vont encore, et pour l'Afrique, ils vont s'installer encore. Non. Je vous l'assure. Le Djennet est en zone rouge sur la carte du ministère des Affaires étrangères. On y va en avion, mais Djennet est ouvert. Regardez bien sur Internet, vous allez voir des voyages. Puis l'année dernière aussi, d'ailleurs. La région de Djennet, la Tassili, le sud de la Tassili, la Dara, était ouverte. Et elle l'est encore. Je vous l'assure, vous pouvez voyager à Djennet. Alors, il y a des gens qui vont à Djennet, je le sais. De la même manière que moi je connais des gens qui vont en Iran actuellement, bien que l'Iran soit totalement en rouge sur la carte du ministère des Affaires étrangères. Djennet est en zone rouge, ça n'empêche pas que certains y aillent. Mais c'est en zone rouge, sauf si ça a changé hier. Oui, bien sûr. Voilà, alors il va être temps de conclure. On voulait tous les deux dire un mot de ce qu'a représenté
le tourisme et représente encore, dans les zones où ça fonctionne, pour les anciens nomades qui ont trouvé dans le développement du tourisme une subsistance économique qui leur a évité, par exemple en Mauritanie, d'aller s'installer dans les bidonvilles de Nouakchott. Parfois de revenir dans leur pays, dans leur territoire, dans l'Adrar de Mauritanie, lorsque le tourisme s'y est développé dans les années 90, d'anciens nomades qui vivaient misérablement ont trouvé avec le tourisme de quoi vivre en tant que chauffeur, en tant que guide, en tant que chamelier, en tant que cuisinier. Et lorsque le tourisme disparaît, eh bien, ce sont des gens qui se retrouvent sans ressources. Je termine sur cette anecdote. Je suis retourné à Tamanrasset il y a 3 ans et je suis allé voir dans son village un guide que je connaissais, avec qui je suis parti souvent. Et c'est un village qui s'appelle Taïfet, qui est situé sur la bordure sud-est du Hogar. Il faut 3 heures à peu près en 4x4 de Tamanrasset pour aller le voir, pour aller dans ce village. Et ce guide, qui fait partie d'une tribu vassale des Touaregs du Hogar, depuis 10 ans que le tourisme n'est plus possible dans le Hogar, vit absolument misérablement. Il vit de quelques subsides du gouvernement et puis de l'aide que continuait à lui apporter l'agence de Tamanrasset qui l'avait fait travailler pendant des années et qui continuait à subvenir à ses besoins, mais il vivait dans des conditions tout à fait misérables parce qu'il n'avait plus les revenus qui étaient ceux du tourisme. Lui, il était guide. Alors pour être guide dans le Hogar, il faut parler français. Ceux qui ne parlent pas français sont chameliers. C'est ça la distinction entre chamelier et guide. Et lui, il avait vécu assez bien pendant des années et des années de ce travail de guide. Son village et les membres de sa tribu venaient dans ces groupes en apportant chacun quelques chameaux. Ça formait une caravane, et puis il y avait de l'argent, et puis les gens vivaient bien. La disparition du tourisme dans le Hogar a eu des effets tout à fait dramatiques pour ces gens-là. En Mauritanie, il y a eu une interruption. Aujourd'hui, les choses sont un peu reparties. Mais on voulait, l'un et l'autre, terminer sur cette dimension, alors qui est souvent critiquée. Nous avons des collègues, parfois, qui critiquent un peu cet apport économique en disant que ça ne correspond pas à la réalité, que c'est pas comme ça que les choses se passent, etc. Je vous ai donné l'exemple du guide que je connaissais pour bien vous montrer que je ne parle pas dans le vide et que je parle de quelqu'un que je connais en direct et pour lequel l'arrêt du tourisme a été une véritable catastrophe. Christophe, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose pour conclure. J'ai rencontré également des guides qui sont dans des situations un peu similaires, enfin un peu moins graves au Maroc, mais il y a quand même eu, à chaque fois qu'il y a eu des attentats, voilà, il y a une chute du tourisme qui après repart un peu plus vite qu'en Mauritanie et a fortiori qu'en Algérie, mais néanmoins il y a des effets comme ça et on voit des difficultés effectivement. Le tourisme a été une opportunité de développement, mais il est aussi très souvent une forme de fragilisation pour le développement des territoires de façon assez paradoxale. Simultanément, une opportunité et une fragilisation. Voilà. Maintenant, nous attendons les questions. Oui, alors, on peut prendre une question.